tous et bienvenue à cette édition du 20h sur Equinox Télévision. À la une de ce journal, la ville de Douala. À nouveau sous les eaux, une forte pluie qui s'est abattue sur la capitale économique la nuit dernière et même toute cette journée a provoqué des inondations dans les principales rues de la ville de Douala, remettant au goût du jour la problématique du drainage fluvial. Les populations de la capitale économique craignent le pire dans les semaines à venir. Alors que le Cameroun vient d'adhérer à un nouveau programme économique du FMI, des chefs d'entreprise craignent des pressions fiscales à venir. Pour élargir ses recettes, des économistes prédisent que le gouvernement serait obligé de prendre de telles mesures, ce qui n'est pas du tout du goût des chefs d'entreprise. Vous entendrez quelques-uns dans cette édition du journal. Et puis, le 29e sommet de l'Union africaine s'est ouvert ce lundi à Addis Abeba. La rencontre table sur des défis majeurs de l'organisation. Elle se tient une fois encore en l'absence du président de la République, Paul Biya, qui se fait représenter cette fois-ci par son premier ministre Philémon Yang. Voilà pour le sommaire, les détails, c'est dans un instant. Une fois encore, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. D'abord, ces nouvelles arrivées cet après-midi. Administration publique, le chef de l'État, Paul Biya, met une dizaine de préfets à la retraite. Parmi ces derniers, Joseph Tangwa Fauver, celui-là même qui s'est fait remarquer dans l'actualité en fin 2015 en interdisant la promotion et le titre Coller la petite de l'artiste Franco dans le département de la Mifi à l'ouest du pays. Il a été remplacé cet après-midi par le sieur Chouaibou qui devient donc le nouveau préfet de ce département. Au devant de la scène, il y a quelques semaines, à travers l'actualité autour du décès de Monseigneur Bala, Maurice Chofossa, préfet du Mbaminoubou, est appelé à faire valoir ses droits à la retraite. Dans la région du littoral, le département du Mungo et du Cam changeait également de préfet. Au total, les 9 régions du pays ont été touchées par ces mouvements. Des changements qui ont également touché les secrétariats des régions. Ludovic Mba, par exemple, le secrétaire général de la région du littoral, est muté dans l'Adamawa. La totalité donc de ces mouvements intervenus cet après-midi est à suivre dans nos prochaines éditions d'information. À présent, l'interdiction d'un spectacle de l'artiste Malox dans un snack-bar de la capitale économique continue de faire débat sur la toile. L'artiste au centre de plusieurs polémiques a été déclaré persona non grata à Douala 5e par le sous-préfet de cet arrondissement. Pour des observateurs, l'autorité administrative fait preuve d'abus de pouvoir. Des précisions avec Donald Agnojoa et Séverin Touban. Je ne suis pas compliqué avec les dos, je prends tous les dollars, les CFA, les euros, je suis comme le sel, je ne parle pas trop. En 1 minute, je te montre de quoi je suis capable, c'est le Cuba qui fait la promo. Le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 5e, par décision numéro 29 du 30 juin 2017, classe Malox le Viber parmi les indésirables de son périmètre de commandement. L'acte de l'autorité administrative prenant en compte les nécessités de maintien de l'ordre et de la tranquillité publique énonce clairement que le spectacle projeté par l'artiste musicien le jeudi 6 juillet dans un snack-bar au quartier Bonamoussadi est formellement interdit. L'autorité administrative reçue au téléphone par la rédaction d'Equinox Radio dit avoir les informations lui permettant d'affirmer que ce spectacle devait engendrer du désordre dans le snack en question. Du grand risque qu'il y ait sur ce spectacle. Un spectacle de cette personne a dégénéré du côté Yahoo. Ce qui allait se passer dans ce spectacle qui était annoncé à Douala était de loin supérieur à ce qui s'était passé à Yahoo. Je vous le dis parce que j'ai eu l'information. Et à partir du moment où j'ai l'information, il est de mon devoir de prendre les ressources. Une information selon laquelle il devait avoir des risques de bagarre à l'occasion de ce spectacle. Cet acte, le sous-préfet de Douala 5e remet au goût du jour la polémique sans cesse grandissante autour de Malox le Viber, considéré par certains comme un polémiste au moment où d'autres l'appréhendent sous le prisme d'artistes engagés. L'un et l'autre camp ayant encore en mémoire les propos tenus par Malox le Viber au lendemain de la mort tragique de Monseigneur Bala. Et c'est dans la foulée des critiques au sujet de son attitude suite au décès de l'évêque de Bafia que le Viber, alors en prestation dans une discothèque de Yaoundé, va se faire agresser sur scène. Autant de faits qui démontrent à suffisance que Malox le Viber est un buzzmaker qui ne laisse pas passer une seule occasion pour se mettre au devant de la scène.
À défaut de commettre une chanson concernant cette décision qui interdit son spectacle, le rappeur en guise de réponse au sous-préfet écrit dans un message posté sur les réseaux sociaux qu'il espère au moins que la prostitution est interdite dans Douala 5e. Fin de citation. Peut-être une façon pour l'auteur de On va toujours boire et de Ça sort comme ça sort de faire comprendre à l'autorité administrative qu'il y a plus urgent à résoudre à Douala 5e que d'interdire un spectacle de musique urbaine en pleine période de vacances. À présent, je vous le disais en titre, ces images impressionnantes de la ville de Douala sous les eaux ce matin, après la forte pluie qui s'est déversée sur la capitale économique la nuit dernière et même toute cette journée. Eh bien, la ville de Douala a été une fois encore inondée. Les usagers, malheureusement, s'habituent déjà à ce triste tableau, mais ils craignent cependant que la situation pourrait empirer dans les prochaines semaines. Farel Bounia et Flavien Dongo ont fait le tour de la ville de Douala ce matin. Voici leur reportage. C'est sous une pluie battante que nous nous sommes engagés à faire le tour de la ville pour découvrir quel est le vrai visage de la ville de Douala lorsqu'il pleut. Premier arrêt, dépendant ambiance. Juste derrière moi, il est difficile pour les véhicules de traverser ce petit pont qui est englouti dans les eaux. La situation est grave. Ici, le pont est sous les eaux de pluie qui arpentent le quartier. Les drains ne sont pas curés, l'eau de pluie occupe les espaces vides. La traversée du cours d'eau des circonstances est tout un spectacle. Les moins courageux sont obligés de faire demi-tour. Il y a tout l'inondation. Même en battant à l'école, c'est tout la même chose. Même en rangeant, c'est tout la même chose. Dans chaque inondation, on ne sait pas. Sur la voie publique, les parapluies et les pare-dessus sont à la mode. Au lieu du makepe misoke, les usagers pataugent parce que c'est la tradition ici, chaque fois qu'il pleut des cordes. Les conducteurs de moto courent le risque. Douala dévoile son triste visage en ce jour de pluie. Au-delà de ceux qui admirent le spectacle, d'aucuns retirent carrément leurs souliers avant de traverser. Quand tu es piéton, tu es obligé de traverser à pied. C'est une souffrance, chaque fois c'est comme ça. Les travaux d'aménagement des drains effectués à dose homéopathique dans certains quartiers de la ville de Douala ne semblaient pas être la solution au problème d'inondation. Je ne sais pas, chaque jour je fais 40, il y a tout l'inondation. À cet effet, la communauté urbaine est indexée. Justement, c'est passé à Caniveau, ne sont pas donnés qu'il y a beaucoup d'inondations dans la ville. Le délégué au gouvernement devait prendre ses responsabilités. Avec la grande saison de pluie à venir, si rien n'est fait, la ville de Douala pourrait revivre le triste spectacle de 2015. Après dépendant ambiance, le périple nous a conduits à Makepe Misoke. Ici, à cet endroit, précisément, les véhicules ont du mal à traverser et c'est ainsi que ressemble Douala lorsqu'il pleut. Et puisque nous sommes en saison pluvieuse, la situation sera davantage pire. Flavien Dongo, Farel Bounia, Equinox Télévision. Et vous l'avez donc compris, la situation pourrait empirer dans les prochains jours. La saison pluvieuse n'étant là qu'à ses premiers jours. Vous l'avez certainement constaté, les emballages plastiques pilules dans nos marchés. Et pourtant, en 2012, le gouvernement interdisait l'utilisation des plastiques non biodégradables au Cameroun. 5 ans après, force est de constater que le plastique résiste à la mesure gouvernementale. Il y en a de tout type dans nos marchés. Ce 3 juillet, à l'occasion de la journée mondiale sans plastique, nos reporters sont descendus sur le terrain pour tenter de comprendre pourquoi est-ce que le gouvernement avait à nouveau échoué sur ce chantier. Le reportage est signé Élisée Bogba et Marcelin Gansop. Pour une journée sans plastique, nos rues et marchés offrent un spectacle plutôt désolant. Au lieu de 150, on nous vend à 200. Alors qu'on interdit derrière les emballages, on vend à 200. Au lieu de vendre à 100 francs, on vend à 200. Les petits noirs, on nous vendait à 200. Maintenant, c'est 350. 350 le petit. Parmi ces emballages plastiques figurent malheureusement ceux que le gouvernement s'attelle à combattre depuis 3 ans avec des résultats plutôt mitigés. Je tiens à préciser qu'il y a des emballages inférieurs à moins de 61 microns et ceux de plus de 61 microns, à ne pas confondre. Donc ce n'est pas parce que vous voyez dans les marchés des emballages plastiques que vous dites non, c'est simplement des emballages interdits. Mais à côté des emballages autorisés dans les
emballages à plusieurs usages. Il y a ces emballages qui sont des emballages interdits. La faute a une résistance qui brave la réglementation en vigueur. Le constat que vous faites est né du fait que non seulement des contrebandiers qui profitent de nos frontières pour faire rentrer les emballages non conformes. Avant, on distribuait les emballages gratuitement. Aujourd'hui, l'emballage a pris déjà une autre dimension qu'il faut débourser 25-50 francs. Les gens trouvent que c'est beaucoup. Un arrêté conjoint du ministre du Commerce et de son collègue en charge de l'environnement, datant du 24 octobre 2012, porte pourtant réglementation de la fabrication, de l'importation et de la commercialisation des emballages non biodégradables. Le gouvernement avait donné jusqu'en 2014 aux différents acteurs pour se mettre au pas. Mais 3 ans après, les fruits n'ont pas toujours tenu la promesse des fleurs. Nous sommes sur le terrain en train de sensibiliser la population aux effets néfastes de ces emballages. Nous sommes en train de faire le contrôle pour empêcher que le public soit en contact ou bien utilise ces emballages à usage unique qui produisent plus de déchets. Nous sillonnons les marchés pour saisir les emballages plastiques non conformes. Après saisie, on les détruit et après destruction, nous confions aux entreprises de recyclage. En ce 3 juillet, consacré à la journée mondiale sans plastique, force est de constater que les mauvaises habitudes ont la peau dure. Les emballages plastiques non biodégradables continuent à dicter leurs lois et à polluer l'environnement. Je vous propose à présent de revenir sur cette réglementation qui encadre la production et la commercialisation des emballages plastiques non biodégradables au Cameroun. C'est avec le chef de brigade des inspections environnementales au ministère de l'Environnement, Aodou Joshua. Il est au micro de Marcelin Gansop. La fabrication, l'importation, la commercialisation des emballages plastiques d'épaisseur inférieure à 61 microns sont interdites sur le territoire national. Même la distribution à titre gratuit. Les emballages plastiques de plus de 61 microns sont autorisés, mais à condition que le fabricant, l'importateur, le commerçant puisse obtenir un permis environnemental de gestion des déchets issus de ces emballages. Le permis prévoit que le détenteur puisse mettre en place une stratégie, un plan de récupération des déchets issus de ces emballages en vue de leur recyclage. Nous infligeons des amendes aux commerçants, aux importateurs en cas de saisie. Et ces derniers sont appelés à libérer une amende pour les petits contrevenants, que sont les ambulants ou bien les bayam salam. Nous appliquons l'article 370 du Code pénal qui prévoit une contravention allant entre 4 000 à 25 000. Pour les contrevenants qui sont des distributeurs ou bien des importateurs, là c'est l'article 84 que nous appliquons qui prévoit une sanction allant de 500 000 à 2 millions, et avec des poursuites aussi judiciaires. Je vous le disais, c'est la panique chez des chefs d'entreprise camerounais après la mise sous ajustement structurel du pays. Le gouvernement vient d'obtenir du Fonds monétaire international un prêt de l'ordre de 400 milliards de francs CFA. En échange, les pouvoirs publics doivent mettre en place un programme de redressement économique. Les opérateurs du secteur privé craignent que le gouvernement n'asphyxie ce secteur en augmentant les impôts. Georges Mitterrand et Donald Brice Kamgan ont rencontré quelques chefs d'entreprise. Voici leur reportage. Pour faire face au plan d'ajustement structurel sous lequel le Cameroun est officiellement placé depuis le 26 juin dernier, le gouvernement annonce parmi les mesures qu'il compte implémenter l'accroissement des recettes de l'État.
Dans les milieux d'affaires, l'on sonde minutieusement les moyens que les pouvoirs publics ont à l'idée afin de faire entrer davantage d'argent dans les caisses publiques. Mais certains analystes avancent déjà que les pouvoirs publics pourraient opérer une hausse des taxes et impôts. Pour les chefs d'entreprise, c'est la ligne rouge à ne pas franchir. Il ne faut surtout pas augmenter les impôts, pas du tout. Il ne faut pas toucher à l'impôt. Simplement, il faut aller chercher ceux qui ne cotisent pas aujourd'hui pour les ramener dans l'assiette. Vous agressez ceux qui cotisent déjà, ils vont continuer à partir comme les autres. Le prêt de 390 milliards de francs CFA accordé par le Fonds monétaire international au Cameroun est soumis à certaines exigences qui rappellent le douloureux épisode des années 80 avec la baisse des salaires, notamment dans le secteur public. On espère que la contrepartie de ce prêt que le FMI a donné ne sera pas la réduction, la baisse des salaires des fonctionnaires ou bien la baisse des salaires dans le secteur public, ce qui va avoir pour effet de réduire la consommation et de ralentir l'économie. Les opérateurs économiques appellent de tous leurs vœux l'une des mesures régulièrement formulées à l'intention du gouvernement, à savoir la réduction du train de vie de l'État. Quand vous avez un budget avec le niveau du budget de fonctionnement de l'État qui est très élevé par rapport au niveau du budget d'investissement, ça montre qu'il y a un déséquilibre qui doit être corrigé. Les patrons d'entreprise ajoutent également que le secteur public n'a jamais cessé de faire des propositions au gouvernement en vue d'assainir l'environnement des affaires au Cameroun. Le GICAM propose beaucoup, mais le gouvernement a son temps. Vous voyez par exemple sous le président André Fotso, il y avait un livre qui était les 100 propositions de GICAM. Il se dégage quand même au niveau du monde des affaires une certaine impatience. On aimerait voir les choses aller plus vite, mais il ne faut pas dire que les choses ne bougent pas. Le plan d'ajustement structurel auquel le Cameroun vient d'être assujetti court dans un premier temps de 2017 à 2020. Reparlons à présent du FODIAS 2017 qui s'est refermé il y a tout juste quelques jours à Yaoundé. Les Camerounais de l'étranger présents à cette rencontre gardent cependant un goût d'inachevé, notamment sur la question de la double nationalité, évitée donc pendant que les assises de la capitale politique. Globalement, 10 recommandations ont été formulées. À l'issue de ce rendez-vous, l'on peut également se satisfaire de quelques résolutions concrètes selon des participants. Avec Cyril. Une soirée de gala riche en sons et couleurs. Puis la signature des autographes. Et voilà qui marque la fin en apothéose du Forum de la Diaspora, première édition à Yaoundé. Nous sommes très heureux ce soir parce que le FODIAS s'est très bien passé. Au départ, c'était un peu compliqué, mais à la fin, vraiment, ça a trop bien tenu. Dans l'ensemble, on peut dire que les choses sont très bien passées. Nous sommes arrivés provenant de la Suisse. Il y a pas mal de points qu'on a discutés. Il y a eu beaucoup d'avancées. Ça a permis de rapprocher la diaspora, de rapprocher le gouvernement et la diaspora, discuter de certains nombres de points. La satisfaction est d'autant plus grande que les préoccupations de la diaspora ont reçu un écho favorable des pouvoirs publics. Nous, on se bat pour la mise en place d'une carte de soins, appelée CSE, complémentaire santé et soins, qui va favoriser l'accès aux soins pour la population. On a été reçus par des ministres qui ont promis vraiment nous amener jusqu'au bout de nos projets. Nous sommes porteurs d'un projet, celui du Fonds Diaspora 2035, qui est un fonds qui doit être mis en place, financé par la diaspora pour les projets d'investissement au Cameroun. Nous avons retenu un projet de construction d'un hôpital de référence en Afrique centrale. Nous sommes allés sur la base d'un principe simple. On s'est dit que si chaque Camerounais de la diaspora donne 20 € sur un échantillon de 500 000 personnes, ça fait 10 millions d'euros, qui fait 6 500 millions de francs CFA. Ça peut construire un hôpital de référence. Ce sera un projet, une œuvre visible et concrète, un apport concret de la diaspora. Une nuance tout de même à relever. Satisfaction, oui, mais pas totale. Au fur et à mesure que le temps passe, pour ceux qui ont changé de nationalité, les frais de visa vont crescendo. Il y a problème quelque part. Et il y a donc peut-être cette nécessité de leur trouver une alternative. Donc, comme je disais, un visa D
pour ceux qui investissent par exemple dans l'immobilier, un visa par exemple de durée un peu plus longue pour faciliter la migration circulaire et tout ceci à 0 francs. J'ai également donné une copie de ces propositions au Sénat et à l'Assemblée nationale que nous avons visité ce matin. Nous demandons également une implication effective dans l'organisation du FODIAS des vrais membres de la diaspora, afin qu'ils s'approprient, parce qu'après tout, il s'agit de la diaspora. Pendant une semaine, la diaspora camerounaise, celle conviée par les pouvoirs publics, s'est réunie à Yaoundé. Il était question de poser les jalons d'un retour au bercail de ces Camerounais de l'étranger, afin de leur permettre de participer eux aussi au processus de développement du pays. En santé, le calvaire des insuffisants rénaux se poursuit à l'hôpital général de Yaoundé. Ces malades ont entamé ce lundi leur 3e semaine sans dialyse. Après leur mouvement d'humeur il y a quelques jours dans la capitale politique, le ministre de la Santé publique, André Mamafouda, a opéré une sortie par voie de communiqué où il annonce l'arrivée des kits de dialyse dans une semaine seulement. Les malades, eux, sont aux abois. Marcelin Gansop et Élisée Bogba. À l'entrée de l'hôpital général de Yaoundé, les insuffisants rénaux ont levé le dispositif observé jeudi dernier. Mais il ne s'agit que d'un calme apparent, puisque la situation n'a pas évolué depuis lors. Constitués en petits groupes au sein de l'hôpital, les patients expriment une fois de plus leur ras-le-bol. Il y a une séance de travail au ministère vendredi. Le ministre a dit qu'il allait procéder à un rééquilibre des kits de dialyse existants dans tous les centres, de telle sorte que chacun puisse avoir une séance de dialyse en attendant la commande par voie aérienne qui est censée arriver une semaine. Le constat est clair, c'est qu'aujourd'hui, lundi, le centre de dialyse est fermé. Ça veut dire que même ce rééquilibre au niveau des kits disponibles dans tous les centres du Cameroun n'a pas été réalisé. Les malades de l'hôpital général sont donc en train d'attaquer la 3e semaine sans être dialysés. Un communiqué du ministre de la Santé publique tente de rassurer les malades. Prenant acte de la gravité de la situation, André Mamafouda annonce que des kits de dialyse ont pris la direction des airs et de la mer et donne rendez-vous aux patients dans une semaine. Faute de dialyse, ces insuffisants rénaux commencent à perdre des forces et interpellent pour la énième fois les pouvoirs publics. Je ne me sens pas bien, je suis mal en point, j'ai tout, vous voyez même les pieds gonflent. Il faut que le chef d'État voie notre situation. Je suis mal en point, je n'arrive pas à manger, je ne peux pas boire l'eau, je ne peux rien faire. On veut les soins, on veut la santé, c'est tout ce que nous demandons. Déjà que nous avons des édèmes, les pieds qui grossissent et tout, la figure, et puis nous manquons d'appétit. Et vous savez que le malade hémodialysé, sa principale source de force là, c'est de manger. Quand vous ne mangez pas, vous devenez anémie. Et quand vous êtes anémie, c'est la mort qui s'ensuit. Cette semaine qui commence s'annonce donc décisive. Les insuffisants rénaux sont sur le pied de guerre en cas d'une énième promesse non tenue. Autre chose à présent, comment favoriser le vivre ensemble et parvenir à une meilleure intégration nationale? Des autorités traditionnelles de la région du littoral et des régions anglophones du pays se sont penchées sur ces sujets à Douala. Réunis dans la capitale économique, les chefs traditionnels se sont demandé comment est-ce qu'ils pourraient jouer un rôle dans le maintien de la paix au Cameroun, notamment dans un contexte marqué par la crise qui secoue les régions anglophones du pays où les villes mortes se multiplient. Gladys Sidje et Georges Mitterrand. Chants et danses traditionnelles pour prôner le vivre ensemble comme solution à plusieurs maux qui minent le Cameroun. Les chefs Douala et les faunes du Nord-Ouest se sont réunis sur les berges du Vouri afin de mettre en avant les valeurs de paix et d'unité nationale. Ils s'insurgent contre les violences récemment enregistrées dans les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest et appellent à un retour à la normale. Nous lançons un vibrant appel à toutes les forces vives de ce pays de transcender les clivages linguistiques, les clivages culturels, les clivages tribaux, les clivages ethniques, les clivages religieux, afin que nous restions
fort et uni pour laisser un Cameroun prospère et indivisible à nos enfants que nous appelons ici de vive voix à reprendre très vivement et massivement le chemin de l'école pour la prochaine rentrée. Les chefs se sont mis ensemble pour apporter leur pierre à la construction de l'édifice paix, mais aussi en tant que courroie de transmission pour porter haut le message dans leurs différentes communautés. Nous connaissons que notre pays traverse une période difficile. Nous sommes là pour encourager l'intégration nationale et l'unité de notre pays. Le vivre ensemble traduit cette volonté commune et collective à vivre l'un et l'autre avec toutes nos diversités linguistiques, nos différences socio-culturelles, voire nos convictions religieuses, parfois opposées, mais toutes baignant dans une ambiance de vie pacifique. Ville cosmopolite, voilà pourrait facilement devenir une ville bouillante, frondeuse, où nous connaîtrions les affrontements intercommunautaires réguliers au vu du foisonnement de sa population. Le constat est pourtant là, mais contre toute attente. Diversité culturelle, intégration nationale, c'était le rendez-vous du donner et du recevoir pour les différentes communautés. Un véritable régal pour les invités et curieux. Les chefs qui ont joué leur partition à travers cette initiative appellent le gouvernement à poursuivre la médiation pour mettre un terme à la crise anglophone et permettre aux élèves de reprendre effectivement le chemin de l'école dès la rentrée scolaire prochaine. Hors de nos frontières, à présent, quelques jours seulement après la sortie du président tchadien Idriss Déby Itno, qui menaça alors de retirer ses troupes des fronts de combat contre les terroristes, le président français Emmanuel Macron annonce un soutien financier au G5 Sahel. Réunie ce dimanche à Bamako, l'institution a finalisé la constitution d'une force commune anti-djihadiste. C'est en présence d'Emmanuel Macron, le président français. Ce sommet est perçu comme une réponse positive au président tchadien qui avait alors relevé le peu d'implication des nations dans la lutte contre les terroristes. Des précisions avec Éric Martial Diomon. 423 millions d'euros, soit près de 275 milliards de francs CFA, c'est le budget arrêté pour le fonctionnement de la force anti-djihadiste conjointe pour la lutte contre le terrorisme dans la zone sahélienne. L'argent proviendra des contributions des 5 pays qui constituent le G5 Sahel, notamment le Burkina Faso, le Mali, le Tchad, le Niger et la Mauritanie. Chacun des pays contribuera à hauteur de 6 milliards 500 millions de francs CFA. L'Union européenne aura un apport substantif de près de 33 milliards de francs CFA. D'autres contributions financières et militaires tout aussi sont attendues de la France, de l'Allemagne, des États-Unis et de l'Organisation des Nations Unies. Cette force de près de 5000 hommes, avec pour base Sévaré au Mali, vient s'ajouter à d'autres groupes anti-djihadistes opérant déjà dans le Sahel africain. La force Barkhane, déployée par la France qui sillonne la région avec près de 4000 hommes, et les forces de la mission des Nations Unies au Mali qui compte 12 000 hommes. L'accent a été, durant les allocutions, mis sur la nécessité d'une meilleure gouvernance des pays africains et particulièrement de la zone sahélienne pour limiter l'expansion du terrorisme. Ce sommet est aussi présenté comme une réponse positive aux préoccupations du président tchadien Idriss Déby Itno qui, dans une interview la semaine dernière, menaçait de retirer ses troupes engagées dans différents fronts anti-djihadistes en Afrique, faute de moyens. Je le disais également tout à l'heure, le 29e sommet de l'Union africaine s'est ouvert ce lundi à Addis Abeba. La rencontre se tient une fois encore à l'absence du président Paul Biya qui depuis quelques années ne prend plus part au sommet donc de cette institution. Le président de la République aurait-il perdu confiance en cette organisation qui peine à trouver son indépendance face à l'Occident? Tentative de réponse dans cet élément de Guy Zogo et Emmanuel Diop. De l'Organisation de l'Unité africaine OUA à l'Union africaine UA, le chef de l'État camerounais Paul Biya ne s'avère pas être un fervent partisan de la participation aux grandes messes panafricaines. En 2017, il vient de remettre le couvert en ne participant pas au 29e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Aucune explication officielle n'est donnée, comme c'est le cas pour le chef de l'État nigérian Muhammadu Buhari,
absent pour cause de maladie, ou encore Jacob Zuma, le Sud-Africain, en proie à des difficultés politiques dans son pays. À la longue, qu'il s'agisse de l'Organisation de l'Unité africaine comme de l'Union africaine, l'attitude de Paul Biya, pour ce qui est de sa participation, n'a pas beaucoup varié. Il a toujours pris ses distances avec ces organisations. Pour ce qui est de l'Organisation de l'Unité africaine, après avoir hérité de sa présidence en 1996, lorsque Yaoundé abrite ce sommet, Paul Biya ne daigne pas se rendre l'année d'après à Harare, au Zimbabwe, bien que président en exercice de l'organisation. Il en sera de même pour les sommets de Ouagadougou au Burkina Faso en 1998, Sirte en Libye en 1999 pour le lancement de l'Union africaine, Lomé au Togo en 2000, Lusaka en Zambie en 2001, Durban en Afrique du Sud en 2002 et indéfiniment jusqu'en 2014 à Malabo en Guinée équatoriale. À cette occasion, Paul Biya renoue avec la participation à un sommet de l'Union africaine. Depuis, plus rien. Une source explique que Paul Biya goûte peu l'inefficacité de l'Union africaine. Le conflit frontalier entre le Cameroun et le Nigeria au sujet de la presqu'île de Bakassi, finalement résolu par l'Organisation des Nations Unies, ONU, après que l'Union africaine a longtemps tergiversé, explique encore cette source, fait partie des éléments d'analyse qui confortent Paul Biya dans la distance qu'il affiche avec l'Union africaine. Une bien singulière démarche diplomatique. De la publi-information dans ce journal, 16 ans après la privatisation de la Sonel, les employés viennent de remporter une victoire. Ils sont désormais copropriétaires de cette entreprise rebaptisée Eneo. Ils ont acquis 5% du capital de la société au bout d'une opération conclue entre l'actionnaire majoritaire Actis et les employés de l'entreprise Eneo. Reportage. Opérateur historique du secteur de l'électricité, Eneo a désormais un nouvel actionnaire. Il s'agit de ses propres employés. Après de longues années d'attente et d'interminables négociations, Eneo a procédé au transfert de 5% du capital de la société aux salariés. La réussite de cette opération, évaluée à plus de 3 milliards de francs CFA, est la manifestation de l'engagement de l'actionnaire majoritaire à respecter les clauses de la concession du service public de l'électricité. Depuis le 9 juin 2017, les employés d'Eneo sont copropriétaires de leur société. Ils ont acquis 5% du capital d'Eneo Cameroun avec toutes les conséquences de droit qui s'imposent. Ce ne sont pas des actions qui ont été données aux employés. Les employés ont dépensé et ont payé 3 milliards d'euros pour acquérir ces 5%. Et je rappelle que de 2001 à 2014, pendant que AOS était le concessionnaire, la transaction n'a pas pu avoir lieu. Dès 2 juin 2014, quand Actis a pris le contrôle, ils ont donc pris l'engagement formel de retrocéder ces 5% du capital aux employés. Et cette opération donc a été conclue. Pour disposer de ce fauteuil d'actionnaires aux côtés de l'État du Cameroun et du groupe d'investissement britannique Actis, les employés ont conçu un véhicule en vue de mobiliser les fonds nécessaires pour l'acquisition de leurs 5% d'actions. Nous avons opté pour le GIC parce que c'était plus facile pour les travailleurs. Sur le plan financier, effectivement, nous avons émis environ 208 000 parts. Il faut le dire aussi, pour ceux qui s'inquiètent, que le GIC a été créé avec un capital social de 900 000 francs, avec la possibilité d'étendre le capital social à 10 milliards. La nouvelle configuration de l'actionnariat au sein de Eneo, vous avez l'État du Cameroun à 44%, les travailleurs ont 5% et Actis à 51%. L'actionnariat salarié, désormais visible sur la géographie du capital social d'Eneo, présente de nombreux avantages pour le personnel. Quand vous êtes salarié, vous ne recevez que votre salaire, alors que quand vous êtes actionnaire, non seulement vous investissez sur l'entreprise,
et pouvez compter sur la valeur acquise de votre investissement, mais en plus, vous avez des dividendes qui viennent vous servir d'une rémunération complémentaire. Eneo dispose d'une capacité de production installée de 999 MW. Cette entreprise, filiale du groupe d'investissement britannique Actis, emploie plus de 3700 salariés engagés à fournir une énergie fiable et sécurisée à tous les Camerounais. Toujours dans le registre de la publi-information, plusieurs candidats de la Foundation of Medical Delegates ont soutenu leur mémoire de fin de formation. La rencontre pour le faire a été récemment présidée par le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Cette cérémonie s'est tenue il y a 2 jours dans les locaux de cette fondation. Elle a permis aux auxiliaires délégués médicaux et autres auxiliaires donc de pharmacie de présenter leur savoir-faire acquis tout au long de l'année académique. Reportage. Étudiants délégués médicaux et auxiliaires de pharmacie de Foundation of Medical Delegates sont face à leur destin. Après 9 mois de cours et 3 mois de stage pratique assurés dans des laboratoires pharmaceutiques, l'heure est aux soutenances. Honorables membres du jury, chers invités, une fois de plus, bienvenue aux soutenances de la première promotion des délégués médicaux du centre de formation Foundation of Medical Delegates. Les candidats de cette première promotion baptisée gladiateurs n'ont pas manqué de présenter aux membres du jury et ainsi qu'à leurs géniteurs leur savoir et savoir-faire. Nous avons des échantillons médicaux à remettre aux prospects cibles à potentiel afin que ceux-ci puissent expérimenter et prescrire avec plus de conviction. La cérémonie de soutenance s'est déroulée sous le regard vigilant du chargé de mission du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Oui, je suis content de la prestation des candidats du centre de formation Foundation of Medical Delegates. Parce que depuis un certain temps, nous sommes lancés dans le cadre de la professionnalisation des formations. Et le jury était constitué essentiellement de professionnels, d'où la qualité de la soutenance qui était très relevée. Après une longue période de délibération, les résultats sont enfin proclamés. Les candidats expriment leur joie. Nous sommes inspirés de cette formation. Je ressors de là avec plein de fierté parce que tout s'est très bien passé. Les jurys ont été un peu stricts, mais c'était pour mon bien. Et je suis fière de cette formation. Nos émotions sont tellement déterminables, les émotions de joie, les émotions de fierté. The Foundation of Medical Delegates dispense des modules de formation dans le savoir pharmaceutique et médical, le marketing et management, les techniques d'expression et de communication françaises et enfin en informatique. The Foundation of Medical Delegates, en partenariat avec des laboratoires pharmaceutiques et parapharmaceutiques de renom, a pour objectif l'intégration de ces étudiants dans le monde professionnel. Madame la fondatrice nous explique. Nous avons des collaborateurs, des laboratoires pharmaceutiques qui collaborent avec nous dans ce projet à Foundation of Medical Delegates et qui sont entièrement satisfaits par la prestation de ces étudiants. Je suis entièrement satisfaite pour cette cuvée de 11 candidats. C'est ma première promotion, je veux dire, et c'est une promotion dans laquelle j'ai tout donné, j'ai tout mis, et j'ai mis aussi en place un panel, un jury de partenaires efficaces. The Foundation of Medical Delegates, pôle de savoir pour un emploi assuré, est situé à l'étage face Société Sikakao à Douala. C'est la fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur Equinox Télévision. Tous et bienvenue à cette édition du 20h sur Equinox Télévision. À la une de ce journal, la ville de Douala
À nouveau sous les eaux, une forte pluie qui s'est abattue sur la capitale économique la nuit dernière et même toute cette journée a provoqué des inondations dans les principales rues de la ville de Douala, remettant au goût du jour la problématique du drainage fluvial. Les populations de la capitale économique craignent le pire dans les semaines à venir. Alors que le Cameroun vient d'adhérer à un nouveau programme économique du FMI, des chefs d'entreprise craignent des pressions fiscales à venir. Pour élargir ses recettes, des économistes prédisent que le gouvernement serait obligé de prendre de telles mesures, ce qui n'est pas du tout du goût des chefs d'entreprise. Vous entendrez quelques-uns dans cette édition du journal. Et puis, le 29e sommet de l'Union africaine s'est ouvert ce lundi à Addis Abeba. La rencontre table sur des défis majeurs de l'organisation. Elle se tient une fois encore en l'absence du président de la République, Paul Biya, qui se fait représenter cette fois-ci par son premier ministre, Philémon Yang. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est dans un instant. Une fois encore, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. D'abord, ces nouvelles arrivées cet après-midi. Administration publique, le chef de l'État, Paul Biya, met une dizaine de préfets à la retraite. Parmi ces derniers, Joseph Tangwa Fauver, celui-là même qui s'est fait remarquer dans l'actualité en fin 2015 en interdisant la promotion et le titre Coller la petite de l'artiste Franco dans le département de la Mifi à l'ouest du pays. Il a été remplacé cet après-midi par le sieur Chouaibou qui devient donc le nouveau préfet de ce département. Au devant de la scène, il y a quelques semaines, à travers l'actualité autour du décès de Monseigneur Bala, Maurice Chofosa, préfet du Mbaminouboué, est appelé à faire valoir ses droits à la retraite. Dans la région du littoral, le département du Mungo et du Cam changeait également de préfet. Au total, les 9 régions du pays ont été touchées par ces mouvements. Des changements qui ont également touché les secrétariats des régions. Ludovic Mba, par exemple, le secrétaire général de la région du littoral, est muté dans l'Adamawa. La totalité donc de ces mouvements intervenus cet après-midi est à suivre dans nos prochaines éditions d'information. À présent, l'interdiction d'un spectacle de l'artiste Malox dans un snack-bar de la capitale économique continue de faire débat sur la toile. L'artiste au centre de plusieurs polémiques a été déclaré persona non grata à Douala 5e par le sous-préfet de cet arrondissement. Pour des observateurs, l'autorité administrative fait preuve d'abus de pouvoir. Des précisions avec Donald Agnojoa et Séverin Touban. Je ne suis pas compliqué avec les dos, je prends tous les dollars, les cents pour les euros, je suis comme le sel, je ne parle pas trop, en une minute je te montre de quoi je suis capable, c'est le cube qui fait la promo. Le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 5e, par décision numéro 29 du 30 juin 2017, classe Malox le Viber parmi les indésirables de son périmètre de commandement. L'acte de l'autorité administrative prenant en compte les nécessités de maintien de l'ordre et de la tranquillité publique énonce clairement que le spectacle projeté par l'artiste musicien le jeudi 6 juillet dans un snack-bar au quartier Bonamoussadi est formellement interdit. L'autorité administrative reçue au téléphone par la rédaction d'Equinox Radio dit avoir les informations lui permettant d'affirmer que ce spectacle devait engendrer du désordre dans le snack en question. Du grand risque qu'il y ait sur ce spectacle. Un spectacle de cette personne a déjeuné du côté Yaoundé. Ce qui allait se passer dans ce spectacle qui était annoncé à Douala, c'était de loin supérieur à ce qui s'était passé à Yaoundé. Je vous le dis parce que j'ai eu l'information. Et à partir du moment où j'ai l'information, il est de mon devoir de prendre une information selon laquelle il devait avoir des risques de bagarre à l'occasion de ce spectacle. Cet acte, le sous-préfet de Douala 5e remet au goût du jour la polémique sans cesse grandissante autour de Malox le Viber, considéré par certains comme un polémiste au moment où d'autres l'appréhendent sous le prisme d'artistes engagés. L'un et l'autre camp ayant encore en mémoire les propos tenus par Malox le Viber au lendemain de la mort tragique de Monseigneur Bala. Et c'est dans la foulée des critiques au sujet de son attitude suite au décès de l'évêque de Bafia que le Viber, alors en prestation dans une discothèque de Yaoundé, va se faire agresser sur scène. Autant de faits qui démontrent à suffisance que Malox le Viber est un buzzmaker qui ne laisse pas passer une seule occasion pour se mettre au devant de la scène.
À défaut de commettre une chanson concernant cette décision qui interdit son spectacle, le rappeur, en guise de réponse au sous-préfet, écrit dans un message posté sur les réseaux sociaux qu'il espère au moins que la prostitution est interdite dans Douala 5e. Fin de citation. Peut-être une façon pour l'auteur de On va toujours boire et de Ça sort comme ça sort de faire comprendre à l'autorité administrative qu'il y a plus urgent à résoudre à Douala 5e que d'interdire un spectacle de musique urbaine en pleine période de vacances. Du budget d'investissement, ça montre qu'il y a un déséquilibre qui doit être corrigé. Les patrons d'entreprise ajoutent également que le secteur public n'a jamais cessé de faire des propositions au gouvernement en vue d'assainir l'environnement des affaires au Cameroun. Le GICAM propose beaucoup, mais le gouvernement a son temps. Vous voyez par exemple sous le président André Fotso, il y avait un livre qui était les 100 propositions de GICAM. Il se dégage quand même au niveau du monde des affaires une certaine impatience. On aimerait voir les choses aller plus vite, mais il ne faut pas dire que les choses ne bougent pas. Le plan d'ajustement structurel auquel le Cameroun vient d'être assujetti court dans un premier temps de 2017 à 2020. Reparlons à présent du FODIAS 2017 qui s'est refermé il y a tout juste quelques jours à Yaoundé. Les Camerounais de l'étranger présents à cette rencontre gardent cependant un goût d'inachevé, notamment sur la question de la double nationalité, évitée pendant que les assises de la capitale politique. Globalement, 10 recommandations ont été formulées. À l'issue de ce rendez-vous, l'on peut également se satisfaire de quelques résolutions concrètes selon des participants. Avec Cyril. Une soirée de gala riche en sons et couleurs. Puis la signature des autographes. Et voilà qui marque la fin en apothéose du Forum de la Diaspora, première édition à Yaoundé. Nous sommes très heureux ce soir parce que le FODIAS s'est très bien passé. Au départ, c'était un peu compliqué, mais à la fin, vraiment, ça a trop bien tenu. Dans l'ensemble, on peut dire que les choses sont très bien passées. Nous sommes arrivés provenant de la Suisse. Il y a pas mal de points qu'on a discutés. Il y a eu beaucoup d'avancées. Ça a permis de rapprocher la diaspora, de rapprocher le gouvernement et la diaspora, de discuter de certains nombres de points. La satisfaction est d'autant plus grande que les préoccupations de la diaspora ont reçu un écho favorable des pouvoirs publics. Nous, on se bat pour la mise en place d'une carte de soins, appelée CSE, complémentaire santé et soins, qui va favoriser l'accès aux soins pour la population. On a été reçus par des ministres qui ont promis vraiment nous amener jusqu'au bout de nos projets. Nous sommes porteurs d'un projet, celui du Fonds Diaspora 2035, qui est un fonds qui doit être mis en place, financé par la diaspora pour les projets d'investissement au Cameroun. Nous avons retenu un projet de construction d'un hôpital de référence en Afrique centrale. Nous sommes allés sur la base d'un principe simple. On s'est dit que si chaque Camerounais de la diaspora donne 20 € sur un échantillon de 500 000 personnes, ça fait 10 millions d'euros, qui fait 6 500 millions de francs CFA. Ça peut construire un hôpital de référence. Ce sera un projet, une œuvre visible et concrète, un apport concret de la diaspora. Une nuance tout de même à relever. Satisfaction, oui, mais pas totale. Au fur et à mesure que le temps passe, pour ceux qui ont changé de nationalité, les frais de visa vont crescendo. Il y a problème quelque part. Et il y a donc peut-être cette nécessité de leur trouver une alternative. Donc comme je disais, un visa D pour ceux qui investissent par exemple dans l'immobilier, un visa par exemple de durée un peu plus longue pour faciliter la migration circulaire et tout ceci à 0 francs. J'ai également donné une copie de ces propositions au Sénat et à l'Assemblée nationale que nous avons visité ce matin. Nous demandons également une implication effective dans l'organisation du FODIAS des vrais membres de la diaspora, afin qu'ils s'approprient, parce qu'après tout, il s'agit de la diaspora. Pendant une semaine, la diaspora camerounaise, celle conviée par les pouvoirs publics, s'est réunie à Yaoundé. Il était question de poser les jalons d'un retour au bercail de ces Camerounais de l'étranger, afin de leur permettre de participer eux aussi au processus de développement du pays.
En santé, le calvaire des insuffisants rénaux se poursuit à l'hôpital général de Yaoundé. Ces malades ont entamé ce lundi leur 3e semaine sans dialyse. Après leur mouvement d'humeur il y a quelques jours dans la capitale politique, le ministre de la Santé publique, André Mamafouda, a opéré une sortie par voie de communiqué où il annonce l'arrivée des kits de dialyse dans une semaine seulement. Les malades, eux, sont aux abois. Marcelin Gansop et Élisée Bogba. À l'entrée de l'hôpital général de Yaoundé, les insuffisants rénaux ont levé le dispositif observé jeudi dernier. Mais il ne s'agit que d'un calme apparent, puisque la situation n'a pas évolué depuis lors. Constitués en petits groupes au sein de l'hôpital, les patients expriment une fois de plus leur ras-le-bol. Il y a une séance de travail au ministère vendredi. Le ministre a dit qu'il allait procéder à un rééquilibre des kits de dialyse existants dans tous les centres, de telle sorte que chacun puisse avoir une séance de dialyse en attendant la commande par voie aérienne qui est censée arriver une semaine. Le constat est clair, c'est qu'aujourd'hui, lundi, le centre de dialyse est fermé. Ça veut dire que même ce rééquilibre au niveau des kits disponibles dans tous les centres du Cameroun n'a pas été réalisé. Les malades de l'hôpital général sont donc en train d'attaquer la 3e semaine sans être dialysés. Un communiqué du ministre de la Santé publique tente de rassurer les malades. Prenant acte de la gravité de la situation, André Mamafouda annonce que des kits de dialyse ont pris la direction des airs et de la mer et donne rendez-vous aux patients dans une semaine. Faute de dialyse, ces insuffisants rénaux commencent à perdre des forces et interpellent pour la énième fois les pouvoirs publics. Je ne me sens pas bien, je suis mal en point, j'ai tout, vous voyez même les pieds gonflent. Il faut que le chef d'État voie notre situation. Je suis mal en point, je n'arrive pas à manger, je ne peux pas boire l'eau, je ne peux rien faire. On veut les soins, on veut la santé, c'est tout ce que nous demandons. Déjà que nous avons des édèmes, des pieds qui grossissent et tout, la figure, et puis nous manquons d'appétit. Et vous savez que le malade hémodialysé, sa principale source de force là, c'est de manger. Quand vous ne mangez pas, vous devenez anémie. Et quand vous êtes anémie, c'est la mort qui s'ensuit. Cette semaine qui commence s'annonce donc décisive. Les insuffisants rénaux sont sur le pied de guerre en cas d'une énième promesse non tenue. Autre chose à présent, comment favoriser le vivre ensemble et parvenir à une meilleure intégration nationale? Des autorités traditionnelles de la région du littoral et des régions anglophones du pays se sont penchées sur ces sujets à Douala. Réunis dans la capitale économique, les chefs traditionnels se sont demandé comment est-ce qu'ils pourraient jouer un rôle dans le maintien de la paix au Cameroun, notamment dans un contexte marqué par la crise qui secoue les régions anglophones du pays où les villes mortes se multiplient. Gladys Sidje et Georges Mitterrand. Chants et danses traditionnelles pour prôner le vivre ensemble comme solution à plusieurs maux qui minent le Cameroun. Les chefs Douala et les faunes du Nord-Ouest se sont réunis sur les berges du Vouri afin de mettre en avant les valeurs de paix et d'unité nationale. Ils s'insurgent contre les violences récemment enregistrées dans les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest et appellent à un retour à la normale. Nous lançons un vibrant appel à toutes les forces vives de ce pays de transcender les clivages linguistiques, les clivages culturels, les clivages tribaux, les clivages ethniques, les clivages religieux, afin que nous restions forts et unis pour laisser un Cameroun prospère et indivisible à nos enfants que nous appelons ici de vive voix à reprendre très vivement et massivement le chemin de l'école pour la prochaine rentrée. Les chefs se sont mis ensemble pour apporter leur pierre à la construction de l'édifice paix, mais aussi en tant que courroie de transmission pour porter haut le message dans leurs différentes communautés. Nous connaissons que notre pays traverse une période difficile. Nous sommes là pour encourager l'intégration nationale et l'unité de notre pays. Le vivre ensemble traduit cette volonté commune et collective à vivre l'un et l'autre avec toutes nos diversités linguistiques, nos différences socio-culturelles, voire nos convictions religieuses, parfois opposées,
et toutes baignant dans une ambiance de vie pacifique. Ville cosmopolite, voilà pourrait facilement devenir une ville bouillante, frondeuse, où nous connaîtrions les affrontements intercommunautaires réguliers au vu du foisonnement de sa population. Le constat est pourtant là, mais contre toute attente. Diversité culturelle, intégration nationale, c'était le rendez-vous du donner et du recevoir pour les différentes communautés. Un véritable régal pour les invités et curieux. Les chefs qui ont joué leur partition à travers cette initiative appellent le gouvernement à poursuivre la médiation pour mettre un terme à la crise anglophone et permettre aux élèves de reprendre effectivement le chemin de l'école dès la rentrée scolaire prochaine. Hors de nos frontières, à présent, quelques jours seulement après la sortie du président tchadien Idriss Déby Itno, qui menaça alors de retirer ses troupes des fronts de combat contre les terroristes, le président français Emmanuel Macron annonce un soutien financier au G5 Sahel. Réunie ce dimanche à Bamako, l'institution a finalisé la constitution d'une force commune anti-djihadiste. C'est en présence d'Emmanuel Macron, le président français. Ce sommet est perçu comme une réponse positive au président tchadien qui avait alors... Pour se mettre au pas. Mais 3 ans après, les fruits n'ont pas toujours tenu la promesse des fleurs. Nous sommes sur le terrain en train de sensibiliser la population aux effets néfastes de ces emballages. Nous sommes en train de faire le contrôle pour empêcher que le public soit en contact ou bien utilise ces emballages à usage unique qui produisent plus de déchets. Nous sillonnons les marchés pour saisir les emballages plastiques non conformes. Après saisie, on les détruit et après destruction, nous confions aux entreprises de recyclage. En ce 3 juillet, consacré à la journée mondiale sans plastique, force est de constater que les mauvaises habitudes ont la peau dure. Les emballages plastiques non biodégradables continuent à dicter leurs lois et à polluer l'environnement. Je vous propose à présent de revenir sur cette réglementation qui encadre la production et la commercialisation des emballages plastiques non biodégradables au Cameroun. C'est avec le chef de brigade des inspections environnementales au ministère de l'Environnement, Aodou Joshua. Il est au micro de Marcelin Gansop. La fabrication, l'importation, la commercialisation des emballages plastiques d'épaisseur inférieure à 61 microns sont interdites sur le territoire national. Même la distribution à titre gratuit. Les emballages plastiques de plus de 61 microns sont autorisés, mais à condition que le fabricant, l'importateur, le commerçant puisse obtenir un permis environnemental de gestion des déchets issus de ces emballages. Le permis prévoit que le détenteur puisse mettre en place une stratégie, un plan de récupération des déchets issus de ces emballages en vue de leur recyclage. Nous infligeons des amendes aux commerçants, aux importateurs en cas de saisie. Et ces derniers sont appelés à libérer une amende pour les petits contrevenants, que sont les ambulants ou bien les bayam salam. Nous appliquons l'article 370 du Code pénal qui prévoit une contravention allant entre 4 000 à 25 000. Pour les contrevenants qui sont des distributeurs ou bien des importateurs, là c'est l'article 84 que nous appliquons qui prévoit une sanction allant de 500 000 à 2 millions, avec des poursuites aussi judiciaires.
Je vous le disais, c'est la panique chez des chefs d'entreprise camerounais après la mise sous ajustement structurel du pays. Le gouvernement vient d'obtenir du Fonds monétaire international un prêt de l'ordre de 400 milliards de francs CFA. En échange, les pouvoirs publics doivent mettre en place un programme de redressement économique. Les opérateurs du secteur privé craignent que le gouvernement n'asphyxie ce secteur en augmentant les impôts. Georges Mitterrand et Donald Brice Kamgan ont rencontré quelques chefs d'entreprise. Voici leur reportage. Pour faire face au plan d'ajustement structurel sous lequel le Cameroun est officiellement placé depuis le 26 juin dernier, le gouvernement annonce parmi les mesures qu'il compte implémenter l'accroissement des recettes de l'État. Dans les milieux d'affaires, l'on sonde minutieusement les moyens que les pouvoirs publics ont à l'idée afin de faire entrer davantage d'argent dans les caisses publiques. Mais certains analystes avancent déjà que les pouvoirs publics pourraient opérer une hausse des taxes et impôts. Pour les chefs d'entreprise, c'est la ligne rouge à ne pas franchir. Il ne faut surtout pas augmenter les impôts, pas du tout. Il ne faut pas toucher à l'impôt. Simplement, il faut aller chercher ceux qui ne cotisent pas aujourd'hui pour les ramener dans l'assiette. Vous agressez ceux qui cotisent déjà, ils vont continuer à partir comme les autres. Le prêt de 390 milliards de francs CFA accordé par le Fonds monétaire international au Cameroun est soumis à certaines exigences qui rappellent le douloureux épisode des années 80 avec la baisse des salaires, notamment dans le secteur public. On espère que la contrepartie de ce prêt que le FMI a donné ne sera pas la réduction, la baisse des salaires des fonctionnaires ou bien la baisse des salaires dans le secteur public, ce qui va avoir pour effet de réduire la consommation et de ralentir l'économie. Les opérateurs économiques appellent de tous leurs vœux l'une des mesures régulièrement formulées à l'intention du gouvernement, à savoir la réduction du train de vie de l'État. Quand vous avez un budget avec le niveau du budget de fonctionnement de l'État qui est très élevé par rapport au niveau... À présent, je vous le disais en titre, ces images impressionnantes de la ville de Douala sous les eaux ce matin, après la forte pluie qui s'est déversée sur la capitale économique la nuit dernière et même toute cette journée. Eh bien, la ville de Douala a été une fois encore inondée. Les usagers, malheureusement, s'habituent déjà à ce triste tableau, mais ils craignent cependant que la situation pourrait empirer dans les prochaines semaines. Farel Bounia et Flavien Dongo ont fait le tour de la ville de Douala ce matin. Voici leur reportage. C'est sous une pluie battante que nous nous sommes engagés à faire le tour de la ville pour découvrir quel est le vrai visage de la ville de Douala lorsqu'il pleut. Premier arrêt, dépendant ambiance. Juste derrière moi, il est difficile pour les véhicules de traverser ce petit pont qui est englouti dans les eaux. La situation est grave. Ici, le pont est sous les eaux de pluie qui arpentent le quartier. Les drains ne sont pas curés, l'eau de pluie occupe les espaces vides. La traversée du cours d'eau des circonstances est tout un spectacle. Les moins courageux sont obligés de faire demi-tour. Il y a toute l'inondation. Même en battant à l'école, c'est tout la même chose. Même en rangeant, c'est tout la même chose. Dans chaque inondation, on ne sait pas. Sur la voie publique, les parapluies et les pardessus sont à la mode. Au lieu du makepe misoke, les usagers pataugent parce que c'est la tradition ici, chaque fois qu'il pleut des cordes. Les conducteurs de moto courent le risque. Douala dévoile son triste visage en ce jour de pluie. Au-delà de ceux qui admirent le spectacle, d'aucuns retirent carrément leurs souliers avant de traverser. Quand tu es piéton, tu es obligé de traverser à pied. C'est une souffrance, chaque fois c'est comme ça. Les travaux d'aménagement des drains effectués à dose homéopathique dans certains quartiers de la ville de Douala ne semblaient pas être la solution au problème d'inondation. Je ne sais pas, chaque jour on fait 40, il y a tout l'inondation. À cet effet, la communauté urbaine est indexée. Justement, c'est passé qu'à niveau ne sont pas donnés qu'il y a beaucoup d'inondations dans la ville. Le délégué au gouvernement devait prendre ses responsabilités. Avec la grande saison de pluie à venir, si rien n'est fait, la ville de Douala pourrait revivre le triste spectacle de 2015. Après dépendant ambiance, le périple nous a conduits à Makepe Misoke. Ici, à cet endroit, précisément, les véhicules ont du mal à traverser et c'est ainsi que ressemble Douala lorsqu'il pleut. Et puisque nous sommes en saison pluvieuse, la situation sera davantage pire.
Flavien Dongo, Farel Bouna, Equinox Télévision. Et vous l'avez donc compris, la situation pourrait empirer dans les prochains jours. La saison pluvieuse n'étant là qu'à ses premiers jours. Vous l'avez certainement constaté, les emballages plastiques pilules dans nos marchés. Et pourtant, en 2012, le gouvernement interdisait l'utilisation des plastiques non biodégradables au Cameroun. 5 ans après, force est de constater que le plastique résiste à la mesure gouvernementale. Il y en a de tout type dans nos marchés. Ce 3 juillet, à l'occasion de la journée mondiale sans plastique, nos reporters sont descendus sur le terrain pour tenter de comprendre pourquoi est-ce que le gouvernement avait à nouveau échoué sur ce chantier. Le reportage est signé Élisée Bogba et Marcelin Grassop. Pour une journée sans plastique, nos rues et marchés offrent un spectacle plutôt désolant. Au lieu de 150, on nous vend à 200. Alors qu'on interdit derrière les emballages, on vend à 200. Au lieu de vendre à 100 francs, on vend à 200. Les petits noirs, on nous vendait à 200. Maintenant, c'est 350. 350 le petit. Parmi ces emballages plastiques figurent malheureusement ceux que le gouvernement s'attelle à combattre depuis 3 ans avec des résultats plutôt mitigés. Je tiens à préciser qu'il y a des emballages inférieurs à moins de 61 microns et ceux de plus de 61 microns, à ne pas confondre. Donc ce n'est pas parce que vous voyez dans les marchés des emballages plastiques que vous dites non, c'est simplement des emballages interdits. Mais à côté des emballages autorisés, dans les emballages à usage, à plusieurs usages, il y a ces emballages qui sont des emballages interdits. La faute à une résistance qui brave la réglementation en vigueur. Le constat que vous faites est né du fait que non seulement des contrebandiers qui profitent de nos frontières pour faire rentrer les emballages non conformes. Avant, on distribuait les emballages gratuitement. Aujourd'hui, l'emballage a pris déjà une autre dimension qu'il faut débourser 25-50 francs. Les gens trouvent que c'est beaucoup. Un arrêté conjoint du ministre du Commerce et de son collègue en charge de l'environnement, datant du 24 octobre 2012, porte pourtant réglementation de la fabrication, de l'importation et de la commercialisation des emballages non biodégradables. Le gouvernement avait donné jusqu'en 2014 aux différents